donc voilà, je fais un peu la publicité du livre. On y parle des déchets assez indirectement, en effet. On parle un petit peu à un moment de l'historique du statut des éboueurs, qui est très dans l'actualité en région parisienne, en tout cas avec un grève actuellement qui met en avant leurs conditions de travail. Et on souligne qu'il y a eu une époque où les éboueurs étaient déjà relativement mieux payés et surtout assez assurés de leur avenir, avec en effet des régimes spéciaux de retraite adaptés à la pénibilité. Et ce qui a été étudié pour des cas de ville, hein, c'est aussi le fait que les éboueurs supportaient les aspects pénibles de ce métier parce qu'ils étaient des agents du service public plus en général, c'est-à-dire qu'en ville, finalement, ils donnent aussi... ils répondent à des questions des gens, des touristes et d'autres, ils donnent des directions, voilà, ils rendent différents petits services. Et que souvent, c'est des choses qui plaisaient autant aux usagers et usagères qu'aux éboueurs et éboueuses, finalement. Là, on retrouve un peu la même situation qu'avec les facteurs. On a un métier en particulier, mais on rend le service public en général, ce qui est une cause de fierté pour les gens et puis de plaisir pour les usagers d'avoir une personne en face. J'en parle parce que ça se pose évidemment moins dans le cas rural, où même quand il y a collecte à domicile, on ne peut pas dire qu'il y a toujours beaucoup d'interactions avec les éboueurs. Néanmoins, si c'est toujours les mêmes qui font toujours la même tournée, ils peuvent connaître un peu les particularités des endroits, il peut y avoir des formes d'entraide qui s'organisent. Donc on parle un petit peu des métiers, des déchets de ce point de vue, mais plutôt en milieu urbain. Et puis, chose qui se relie un peu à votre affaire, on parle à un moment de la question du nettoyage des lieux publics, dans le cas des collèges. Le nettoyage des collèges est dans la compétence des départements, mais les départements ont le choix de l'exercer eux-mêmes, hein, donc par des fonctionnaires qui nettoient les collèges, ou de le sous-traiter à des grandes sociétés type Nexo. Et aussi, une étude de collègues dans l'économie montre que le choix de sous-traiter, non seulement n'est pas sûr que les collèges soient mieux nettoyés, souvent les gens au moins bien, mais aussi que ce n'est pas un choix qui coûte forcément moins cher à la fin à l'État. Donc pourquoi certains départements ont fait le choix de sous-traiter à la Sodexo, par exemple, c'est parce que Sodexo demande moins d'argent, en effet, que si c'est fait en registre, si c'est fait par le département lui-même. Mais comment fait la Sodexo pour demander moins d'argent alors qu'ils rémunèrent leurs actionnaires? Ils payent beaucoup moins les personnes qui nettoient les collèges. Et donc la réflexion de nos collègues, c'est de dire qu'il faut regarder le coût global pour le budget public, pour les budgets publics, en l'espèce du département et pour les contribuables. Et en l'occurrence, employer des personnes très précaires et très mal payées pour nettoyer les collèges, ou qu'elles nettoient éventuellement moins bien, et qu'elles n'ont pas la bonne relation avec le reste du personnel des collèges parce qu'elles ne font que tourner, en fait, ça coûte cher aussi en deniers publics, par d'autres biais, en l'occurrence, parce que ces personnes sont tellement mal payées, précaires, qu'elles ont le droit de demander diverses aides sociales, notamment au logement en région parisienne, qui coûtent cher par un autre biais au budget du département. Donc, le département, au lieu de payer pour que les collèges soient bien nettoyés par des personnes pas trop mal payées, ils payent d'un côté un peu moins pour le nettoiement, mais un peu plus pour que ces personnes puissent quand même vivre. Et donc je trouve que là, il y a un beau parallèle avec votre situation sur ce que font les délégations de services publics et le passage à une logique de marché où, soi-disant, les usagers devraient payer selon ce qu'ils utilisent. En fait, une tarification commerciale, comme vous dites, et pas juste fiscale. Non seulement c'est pas forcément super pour les usagers, et je vais essayer d'y revenir, mais c'est pas forcément super non plus pour, en l'espèce, les intercommunalités qui sous-traitent ça au lieu de le faire elles-mêmes. Donc, je vous ai parlé de ces deux exemples-là. C'est un peu typique de notre bouquin. On essaye de parler de quelque chose de très abstrait, qui est la valeur du service public en général, d'évoquer vraiment des grands principes comme l'égalité, etc. J'y reviendrai peut-être. Mais en incarnant à chaque fois. Donc, ce sont toujours des cas. C'est pas un bouquin de droit ou de philosophie qui serait un petit peu impénétrable. On a essayé qu'il soit vraiment lisible par chacun, chacune. Il est aussi très illustré, en fait. Il y a des photos, des dessins, etc. Et même si c'est basé sur la recherche, globalement, on a essayé de rendre cette recherche accessible à tout un chacun, en partant toujours de situations précises. Et donc le propos du livre, en fait, c'est de revenir sur les principes fondateurs des services publics, notamment en France, et puis sur les attaques dont ils font actuellement l'objet, au nom de ce qu'on appelle le nouveau management public. Et finalement, on aborde ces attaques par différents biais. Les raisons
des gens qui font ces attaques, c'est-à-dire le fait que ces gens pensent vraiment améliorer les services publics, comment c'est possible alors qu'il y a tant de témoignages comme vous faites avec les photos, etc. En fait, c'est pas de l'amélioration, que ces gens poursuivent ces lois, ces réformes qui vont toujours dans le même sens de dégrader le service public. Et puis on regarde les effets néfastes à la fois du côté des usagers et usagères et du côté des agentes publiques. Il me semble que votre affaire, de ce que j'ai pu en voir sur votre site, elle correspond tout à fait à ce qu'on raconte plus globalement, c'est-à-dire que c'est systémique, donc ce qui n'est pas forcément rassurant, parce que si ces choses qui se posent sur les déchets se posent sur beaucoup d'autres dossiers, ça ne va pas être facile à changer. Et en même temps, le type d'action que vous menez correspond bien à ce dont on montre que parfois ça marche pour s'opposer à ces réformes néfastes. Alors où ça correspond bien au principe du nouveau management public, c'est évidemment cette idée qu'on va avant tout sous-traiter le service public à des sociétés de quoi le privé serait forcément minoritaire, magiquement un peu. Et puis il y a aussi un côté techno-solutionnisme en fait, cette idée qu'on va mettre de l'électronique sur les poubelles, ce sera plus précis donc ce sera mieux. Et cette idée de marchandisation finalement, qu'on va faire payer à chaque personne exactement ce qu'elle utilise au lieu de mettre un tarif général, en espérant que les gens vont trouver ça plus juste, en gros, que celui qui dépose plus d'ordures paye plus. C'est très parallèle à ce qui s'est passé, par exemple, pour les tarifs des trains. Alors, si vous êtes aussi âgé que moi ou plus, vous vous rappelez une période où les tarifs des trains, ils étaient par kilomètre parcouru, quelle que soit la destination. Donc, c'est pas en fonction de ce que ça coûtait d'installer un train, parce que ça coûte plus cher d'en installer en montagne en peine. Et c'était pas en fonction du moment où vous réserviez, etc. Il y avait un tarif kilométrique, et puis après, il y avait un certain nombre de réductions limitées pour les personnes plus âgées, les familles nombreuses, etc. Et c'était transparent et égalitaire d'une certaine façon. Et tout ça a été transformé sur le modèle des tarifications d'avion, en fait. C'est ce qui explique que quand vous allez prendre un billet de train, vous ne savez absolument pas quel tarif vous allez obtenir, selon le moment. Donc non seulement il y a différentes cartes de réduction dont les tarifs sont eux-mêmes assez opaques, mais en gros, le tarif de chaque place de train est censé changer en temps réel en fonction de l'offre et la demande. En fait, c'est un peu une utopie d'économistes pour optimiser les coûts et les dépenses. Et donc cette idée d'une redevance incitative, le mot incitatif, c'est vraiment typique de ces utopies d'économistes, c'est qu'on va tout bien ajuster et vraiment faire payer les gens en fonction de ce qui coûte à la collectivité. Alors ça présente au moins deux inconvénients. Le premier, c'est que ça rompt toute forme d'égalité, évidemment. Et le second, donc on abandonne le principe que le service public, s'il est public, qui est différent d'aller dans un magasin, c'est qu'on a une forme d'objectif d'égalité. Et le second inconvénient, c'est que ça ne marche pas du tout en fait comme ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas ajuster notre production d'ordures en vrai en fonction de ces tarifs-là. Et j'ai vu sur le site que vous preniez l'exemple, par exemple, de personnes incontinentes qui ne vont pas ajuster la production de couches, etc. Et ça m'a rappelé quelque chose dont on ne parle pas dans le bouquin, mais qui nous est venu dans des discussions depuis, qui raconte les économistes de la santé sur, pareil, la tarification de plus en plus tickets modérateurs, etc. est censé dire, en gros, vous ne devrez quand même pas être malade, puisque vous devriez vous rendre compte de ce que ça coûte à la collectivité. Alors qu'en fait, la consommation de biens de santé, elle est quand même assez peu pour le plaisir globalement. Les gens ne vont pas prolonger leur séjour à l'hôpital outre mesure parce que c'est super fun. Mais les modèles économiques qui sont derrière la tarification de la santé, c'est vraiment ça, c'est vous désinciter de consommer des médicaments, de rester longtemps à l'hôpital, alors que c'est quand même assez peu de contrôle de votre volonté. Et globalement, si vous pouviez, vous feriez moins de dépenser. De la même façon, je ne pense pas qu'on jette des ordures par plaisir, globalement. Évidemment, on pourrait modifier nos comportements de consommation, et comme vous pointez bien, ça dépend beaucoup aussi des producteurs qui mettent des emballages, etc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne contrôle pas. Donc en fait, c'est des choses qui rompent l'objectif d'égalité et qui en plus ne marchent pas vraiment parce que ça se fonde sur une représentation de l'humain qui est parfaitement libre de tous ses choix. Et donc il se heurte à des situations de non-liberté variées, qui peuvent être le fait d'être porteur de handicap, le fait d'être une personne âgée dépendante, le fait d'habiter loin des poubelles et un tas de choses comme ça. Donc ce que j'ai beaucoup aimé dans vos propositions, notamment, c'est vraiment la manière dont vous opposez la notion de tarification fiscale à la notion de tarification commerciale.
Déjà, c'est pas souvent qu'on voit des usagers dire on préférerait quelque chose de fiscal. Le fisc, c'est toujours négatif. Souvent, quand on emploie le mot fisc, c'est rarement pour en dire du bien. Mais je trouve ça vachement intéressant puisque finalement, la tarification commerciale nous y oblige également. Et de dire, bah oui, mais une tarification fiscale, au moins, elle serait discutée démocratiquement. Et on pourrait partir d'une base un peu juste, type une taxe foncière comme c'était avant, et faire des exceptions éventuellement pour des personnes très pauvres, pour des situations particulières type tourisme, fête, etc. Mais donc ce qui est fiscal, c'est le fruit d'une délibération démocratique, en fait. Donc après, on peut s'y opposer si on trouve que c'est pas juste, mais normal. À travers les élections et la présence au conseil municipal, les pétitions, etc. On peut en discuter. Alors que ce qui est commercial, c'est cette fausse objectivité de dire ouais, il y a quelqu'un qui a un modèle économique qui nous a mis la meilleure incitation possible, donc on ne va pas en discuter. Et finalement, en général, se heurte à la non prise en compte de plein de paramètres de contraintes qui se posent pour les individus. Et à cet égard, ce que vous racontez, ça m'a beaucoup rappelé la situation de la dématérialisation des services publics, dont on parle un peu dans le bouquin. Le bouquin il est de 2021 et là-dessus, la situation s'est aggravée depuis. Et dans les rencontres autour du bouquin, c'est vraiment ce qui me revient le plus, c'est les problèmes posés par la dématérialisation des services publics en zone rurale, mais pas que. Et je trouve que là aussi, il y a un vrai parallèle à faire avec ce que vous dénoncez, notamment parce que les victimes de la dématérialisation des services publics aussi, et au premier chef, les personnes en zone rurale, en zone blanche, les personnes qui n'ont pas l'équipement, donc d'un côté l'ordinateur, de votre côté la voiture pour aller porter les poubelles, les personnes les plus âgées, les personnes porteuses de certains handicaps, sont exclues par ces nouvelles versions des services publics, qui sont vraiment fondamentalement pensées pour l'ingénieur qui les conçoit, en fait, qui, lui, est un homme en ville, avec suffisamment de revenus, bien à l'aise avec la technique, il a une voiture, il n'a pas de handicap, mais il ne pense pas une seconde que tout le monde n'est pas comme lui. Et du coup, je me posais une question sur vos actions, parce que j'en suis vraiment curieuse et je reparlerai aussi à d'autres publics. Et est-ce que vous êtes passé aussi par les relais locaux de la Défenseure des droits? Parce que sur les questions de dématérialisation, ça a été un des déclencheurs de la prise de conscience du problème. Alors après, on est loin d'avoir apporté des solutions. Pour l'instant, on va toujours plus vite dans le mur avec la dématérialisation. Mais au moins, il y a eu plusieurs rapports successifs de défenseurs des droits parce que les représentants et représentantes en région étaient énormément saisis sur les problèmes de dématérialisation. Pour montrer tout ça, en fait, pour montrer les inégalités multiples que ça a créé, toutes les personnes qui se retrouvent exclues alors qu'elles étaient beaucoup précédemment. Ça a fait un tout petit peu avancer la machine. Mais sinon, donc, je trouvais vraiment intéressant votre action parce qu'on voit cette volonté, depuis un problème qui touche les usagers et usagères, de faire prendre conscience aux élus et chercher des alliances avec les élus locaux et locales et de mobiliser aussi le droit. Donc, avec cette histoire de recours en tribunal administratif, ça me paraît être une bonne idée. Sur la dématérialisation aussi, pour l'instant, une des seules bonnes nouvelles qu'on a eues, c'est une décision du Conseil d'État. Dans un cas très particulier, on ne sait pas jusqu'où ça pourra s'étendre, mais dans ce cas-là, disait oui, il faut qu'il y ait une forme alternative de contact avec les services publics possible, parce que tout le monde ne peut pas utiliser le machin dématérialisé. Donc faire un recours en tribunal administratif, ça paraît une très bonne idée. Dans le bouquin, en gros, c'est quand même plutôt un bouquin déprimant. On discute beaucoup des effets négatifs de ces réformes depuis une trentaine d'années. Ce qu'on veut montrer, c'est que c'est systémique, c'est-à-dire que ça touche tous les domaines à la fois. Donc peut-être on peut essayer de sortir de mobilisation que sur chaque enjeu, même s'il faut les faire aussi, et se mettre en contact entre les gens qui se mobilisent, par exemple sur les fermetures d'écoles, parce que des zones rurales, sur les fermetures de maternité, et puis sur les réformes néfastes de la collecte des déchets, sur plein d'autres choses. Donc faire un peu de la lutte intersectorielle. Là-dessus, un autre contact, je ne sais pas si vous avez déjà, qui peut être intéressant, c'est le collectif Nos Services Publics. Il regroupe plutôt des fonctionnaires, mais qui est vraiment à l'écoute, justement, qui regroupe plutôt des fonctionnaires qui veulent se mettre à l'écoute des usagers, usagères, pour arrêter de faire n'importe quoi. Donc ça peut être peut-être intéressant s'il y en a dans la région, en tout cas Gironde et peut-être Dordogne, des relais de nos services publics, de prendre contact. Donc nous, ce qu'on a voulu faire dans le livre, c'est montrer que les problèmes, ils étaient dans tous les domaines et
participer à cette démarche qui est un petit peu en cours de communiquer entre personnes qui constatent des problèmes dans différents domaines pour dire que c'est plus général. Et puis ce qu'on montre dans le bouquin, c'est les quelques fois où on a pu arrêter le bulldozer des réformes. Donc c'est souvent le fruit d'alliances entre différents groupes, des usagers, usagères, des élus, beaucoup. Avoir l'oreille de quelques élus locaux, locales, c'est important. Parfois des avocats, avocates pour mener des démarches en justice. Et aussi, c'est toujours un peu le Graal, la question de l'alliance entre les personnels des services publics et les usagers, usagères. Alors dans votre cas, je ne sais pas trop comment ça pourrait fonctionner, mais je me demandais si vous étiez en contact avec les fédérations nationales de personnel du nettoyage de là où c'est encore public-public. Je crois que la CGT du nettoyage, par exemple, est très désireuse non seulement de défendre bien sûr les avantages des personnels du nettoyage, mais aussi le service public est mieux rendu quand c'est du personnel public ou quand c'est sous-traité à des sociétés. Donc, ce qui peut être peut-être un des leviers pour mettre en question vos problèmes concrets de collecte et de redevance. Voilà en gros ce que j'avais envie de vous dire. Et si vous avez des questions, des réactions, ça m'intéresse beaucoup.